Depuis l'aube de l'humanité, elle nous observe. Une goutte de sang suspendue dans l'océan cosmique. Les Babyloniens y voyaient Nergal, l'ange de la mort. Les Grecs et les Romains y ont forgé leur dieu de la guerre, Arès et Mars. Sa lueur rougeâtre, perçante, a toujours réveillé nos peurs les plus ancestrales. Pourtant, derrière ce masque écarlate, se cachait non pas un dieu courroucé, mais un monde, notre monde voisin. C'est Mars. À la fin du 19e siècle, lorsque les premiers télescopes de puissance suffisante ont percé le flou de notre atmosphère, nous avons cru y voir notre propre reflet. L'astronome italien Giovanni Schiaparelli y dessina des lignes droites, des canali, des canaux. Immédiatement, l'imagination humaine s'est embrasée. S'il y a des canaux, il y a des ingénieurs. S'il y a des ingénieurs, il y a une civilisation. Nous avons rêvé d'une planète mourante, où des êtres désespérés creusaient des tranchées titanesques pour acheminer l'eau des pôles vers des cités assoiffées. Melyen 1965, la sonde Mariner 4 a frôlé la planète rouge, arrachant le voile du mythe. Les images renvoyées ont brisé nos rêves de science-fiction. Pas de cité, pas de végétation, pas de canaux. Seulement un désert de roches et de poussière, criblé de cratères, figé dans un silence absolu à moins 60 degrés Celsius. Mars semblait n'être qu'une lune stérile, morte depuis des milliards d'années. Nous pensions avoir résolu l'énigme. Nous avions tort. L'histoire de Mars ne faisait que commencer. En nous approchant, nous avons découvert que Mars est un monde qui défie l'entendement humain. Un monde taillé par des forces titanesques, où la géologie se moque de nos échelles terrestres. Imaginez une montagne. Maintenant, imaginez qu'elle perce la stratosphère pour toucher l'espace. Voici Olympus Mons, le mont Olympe, le plus grand volcan de tout le système solaire. Il est si vaste qu'il couvrirait la quasi-totalité de la France. Sa base est bordée de falaises vertigineuses de plusieurs kilomètres de haut, et son sommet s'élève à 21 km au-dessus du niveau de référence martien, près de 3 fois la hauteur du mont Everest. Si vous vous teniez sur l'un de ses flancs, la courbure de la planète vous empêcherait d'en voir le pied. C'est une montagne si massive qu'elle a littéralement déformé la croûte de la planète sous son propre poids. Mais Mars ne s'élève pas seulement vers les étoiles. Elle s'ouvre aussi jusqu'aux entrailles de l'enfer. Valles Marineris. Une cicatrice géante balafre l'équateur martien. Ce canyon s'étire sur plus de 4000 km. Si on le plaçait sur Terre, il irait de New York à Los Angeles. Par endroits, la faille plonge à 7 km de profondeur. Le Grand Canyon de l'Arizona, notre merveille terrestre, pourrait y être caché dans l'un de ces innombrables bras secondaires sans que l'on s'en aperçoive. Mars est un monde de géants endormis. Un musée géologique à ciel ouvert où l'absence de tectonique des plaques a permis aux structures de croître sans fin pendant des centaines de millions d'années. Mais ces cicatrices colossales racontent une histoire encore plus fascinante. Une histoire de destruction cataclysmique. Regardez attentivement ces reliefs. Ce ne sont pas de simples fissures. Ce sont des lits de rivières asséchées, des deltas, des rivages. Pendant longtemps, l'idée même que de l'eau liquide ait pu couler sur ce désert de glace semblait absurde. Pourtant, les preuves sont aujourd'hui irréfutables. Il y a 3,5 milliards d'années, Mars n'était pas rouge. Elle était bleue. Elle possédait une atmosphère épaisse, des nuages gorgés de pluie, des rivières tumultueuses d'eau douce et, très probablement, un océan titanesque recouvrant tout son hémisphère nord. Les conditions sur la jeune Terre et la jeune Mars étaient presque identiques. Deux mondes jumeaux, baignés par le même jeune soleil,
prêt à éclore. Alors, que s'est-il passé? L'apocalypse martienne n'est pas venue des cieux, mais de ses profondeurs. Plus petite que la Terre, Mars s'est refroidi plus vite. Son cœur de métal liquide s'est figé. La dynamo interne de la planète s'est arrêtée, et avec elle, le bouclier magnétique qui la protégeait. Sans ce bouclier, Mars s'est retrouvé sans défense face au vent solaire mortel. Lentement, implacablement, l'étoile qui lui donnait la chaleur lui a volé son atmosphère. Son air a été arraché, molécule par molécule, projeté dans le vide intersidéral. La pression atmosphérique a chuté drastiquement. L'eau s'est mise à bouillir à température ambiante avant de s'évaporer à jamais ou de se figer dans un pergélisol éternel. Le bleu a cédé la place au rouge. L'oxydation à l'échelle planétaire a fait rouiller la surface. Mars n'est pas simplement un désert, c'est le cadavre exquis d'un monde autrefois vivant. Mais bien qu'elle soit morte géologiquement, l'atmosphère de Mars n'a pas dit son dernier mot. Elle n'est plus qu'1% de l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Pourtant, elle abrite une météorologie d'une étrangeté absolue. Ici, les couchers de soleil ne sont pas rouges, ils sont d'un bleu électrique fascinant. La fine poussière martienne absorbe la lumière rouge, laissant les ondes bleues percer le crépuscule. La nuit, il y neige. Mais ce n'est pas de l'eau qui tombe du ciel, c'est de la neige carbonique. De la glace sèche qui recouvre les dunes de motifs géométriques fractales à couper le souffle, avant de se sublimer violemment au retour du soleil. Et puis, il y a le vent. Bien que l'air soit si ténu que vous le sentiriez à peine sur votre visage, les vitesses peuvent atteindre des proportions cycloniques. Sur Mars, de simples bourrasques peuvent donner naissance à des tempêtes de poussière qui avalent non pas une région, non pas un continent, mais la planète entière. Pendant des mois, la planète rouge se couvre d'un voile opaque, plongeant sa surface dans une pénombre lugubre. Et l'acoustique de ce monde est tout aussi troublante. L'atmosphère martienne atténue les sons aigus et étouffe les volumes. Sur Mars, un cri humain ne porterait qu'à quelques mètres, comme absorbé par l'immensité du vide environnant. Si la surface est un abattoir stérile, irradié par les ultraviolets mortels, les véritables secrets de Mars pourraient être enterrés. En Quetzalcoatl, les radars en orbite ont révélé l'impossible. À 1,5 km sous la glace du pôle sud s'étendent des lacs d'eau liquide. Des réserves souterraines saumâtres, saturées de sel, protégées des radiations cosmiques. Là où il y a de l'eau liquide, même extrême, y a-t-il de la vie? Le mystère s'épaissit avec le souffle de la planète. Depuis des années, nos instruments détectent des éructations de méthane inexpliquées. Le méthane est instable, il disparaît rapidement sous la lumière solaire. Sa présence signifie qu'il est produit activement aujourd'hui. Sur Terre, plus de 90% du méthane provient d'organismes vivants. Est-ce une simple réaction chimique entre l'eau et la roche martienne? Ou assistons-nous au soupir métabolique de colonies microbiennes survivant dans les profondeurs ténébreuses? Et si nous étions plus intimement liés à ces microbes que nous n'osons l'imaginer? Chaque année, des roches martiennes arrachées par des impacts d'astéroïdes il y a des millions d'années atterrissent sur Terre. Nous avons trouvé des météorites martiennes en Antarctique, certaines contenant de mystérieuses structures tubulaires rappelant des bactéries fossilisées. Voici la théorie la plus vertigineuse de l'astrophysique moderne, la panspermie. Sachant que Mars est devenu habitable des millions d'années avant la Terre,
il est scientifiquement plausible que la vie soit apparue là-bas en premier. Des microbes auraient pu survivre au voyage spatial, piégés dans la roche, et s'écraser dans les océans primordiaux de la Terre pour y semer la vie. Si cette théorie est vraie, nous sommes peut-être tous, au fond, des Martiens. Pour répondre à cette question fondamentale, sommes-nous seuls? Nous avons transformé Mars en la seule planète du système solaire entièrement peuplée de robots. Nous avons envoyé une armée d'avatars de titane, de silicium et d'or. Viking, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity, Persévérance. Atterrir sur Mars est l'une des entreprises les plus périlleuses jamais tentées par l'humanité. L'atmosphère y est assez épaisse pour vous calciner lors de la rentrée spatiale, mais trop fine pour freiner suffisamment un vaisseau avec de simples parachutes. À cause du délai de communication dû à la vitesse de la lumière, un vaisseau doit réaliser une chorégraphie d'une complexité ahurissante de manière totalement autonome. Ce sont les fameuses 7 minutes de terreur. Pendant 7 minutes, le monde retient son souffle, impuissant, pendant qu'une intelligence artificielle décide de sa propre survie à 200 millions de kilomètres de ses créateurs. Ces explorateurs mécaniques ont accompli des miracles. Ils ont escaladé des collines, foré la roche avec des lasers de précision et ont rendu son humanité à ce désert aride. Nous avons même réussi l'impossible, faire voler un hélicoptère Ingenuity dans une atmosphère représentant 1% de la densité terrestre. C'est l'équivalent de faire voler un hélicoptère terrestre à 30 000 mètres d'altitude, là où l'air n'existe quasiment plus. Mars est devenu le tombeau glorieux de nos créations les plus nobles. Leurs roues immobiles resteront intactes pendant des millions d'années, témoignage silencieux d'une espèce qui regardait vers les étoiles. Mais les robots ne sont que l'avant-garde. La prochaine étape est inscrite dans notre code génétique de voyageurs. Y poser le pied. Dès les années 2030 ou 2040, les premières empreintes humaines pourraient marquer la poussière rouge. L'épreuve sera d'une difficulté biblique. Sur Mars, rien n'est conçu pour l'homme. Les radiations solaires et galactiques bombarderont en permanence nos pionniers. La faible gravité, un tiers de la nôtre, fera fondre leurs muscles et leurs os. La poussière fine et toxique, chargée de perchlorate, s'infiltrera partout, menaçant la mécanique et les poumons. Les premiers humains vivront probablement comme des taupes, dans des tunnels de lave enterrés pour se protéger du cosmos mortel. Pourtant, certains rêvent de projets encore plus fous. Ne pas s'adapter à Mars, mais adapter Mars à nous. C'est le concept de la terraformation. En réchauffant artificiellement la planète, en libérant les gaz à effet de serre piégés dans ses pôles, voire en détournant des astéroïdes, nous pourrions relancer le cycle de l'eau. Dans des siècles ou des millénaires, des pluies pourraient à nouveau tomber sur le plateau de Tharsis. Des océans artificiels pourraient se former. Des forêts de pins génétiquement modifiés pourraient grimper sur les pentes d'Olympus Mons. Nous pourrions jouer à être des dieux en ressuscitant un monde mort. Si nous réussissons, l'humanité deviendra une espèce multiplanétaire. Une police d'assurance contre notre propre extinction. Car c'est peut-être là le fait le plus sidérant concernant Mars. Elle n'est pas seulement une destination spatiale, elle est un miroir temporel. En étudiant la mort de Mars, nous étudions l'incroyable fragilité de notre propre foyer. Mars nous rappelle cruellement que les paradis ne sont pas éternels. Une biosphère n'est qu'une fine pellicule, un miracle mathématique et chimique
au bord du précipice cosmique. Mars était vivante. Aujourd'hui, c'est une terre de fantômes, où le vent hurle dans des canyons vides, sous un ciel sans oiseaux. Elle est notre reflet possible dans un avenir lointain, si notre propre cœur planétaire venait à s'arrêter. Mais tant que nous tournerons nos télescopes vers son ciel, tant que nos rovers graveront notre curiosité dans son sable, et tant que nous rêverons d'y marcher un jour, Mars ne sera plus tout à fait morte. Elle est simplement endormie. Et elle attend.